Super. Bonjour à tous. Donc, le sujet de ce matin, dans cette matinée retail, c'est trois notions. La vente à distance, le product content, donc l'information produit, et l'idée d'optimiser. Parce que le message que je veux faire passer, c'est qu'il y a des marges de progression très importantes pour améliorer l'information produit des retailers, mais aussi des marques. Alors, pour situer un peu le sujet, et surtout à quel point l'information produit est incontournable, je voudrais évoquer ces deux notions. D'abord, l'idée que, à l'ère de l'e-commerce, mais aussi à l'ère de la distanciation physique, il y a plus de possibilités ou moins de possibilités de toucher le produit et d'échanger avec un vendeur. Et du coup, la fiche produit joue un rôle considérable. Mais il y a une autre notion qui est importante, qui est que les produits sont de plus en plus techniques, que il y a 20 ou 30 ans, quand on voulait plonger dans l'eau, on avait un tuba, c'était tout simple, il n'y avait pas besoin de mode d'emploi. Aujourd'hui, avec le masque de snorkeling, on a un procédé technique avec des mécanismes qui peuvent être chimiques, des logiciels, etc. On a de plus en plus de produits qui ont des dimensions complexes. Alors, ce que je vais vous présenter ce matin, c'est donc une étude qu'on a réalisée chez Calicanti sur le product content. Et cette étude, qui a été réalisée fin 2019, est actualisée en permanence. Et je vais juste situer un peu cette étude en rappelant sa méthodologie. Elle a été constituée d'un observatoire de 500 exemples de pages produits, d'une phase qualitative online, d'un audit sémiologique avec Raphaël Lelouch et d'interviews d'experts. C'est donc une étude fondamentalement qualitative. Donc, Calicanti, c'est un institut d'études, mais c'est aussi un laboratoire de recherche qui utilise une palette méthodologique assez vaste, dont vous avez un aperçu ci-dessous. En tant que société qui fait de la recherche, on a un certain nombre de publications et d'initiatives que nous avons prises depuis quelques années, dont le Grand Prix du Brand Content, mais aussi des blogs et un certain nombre de recherches. Sur les marques, il y a l'ouvrage Brand Culture qui est paru l'année dernière et qui met en évidence notamment une méthodologie de boussole de marque qui approche la brand culture de manière la plus large possible. Et puis, début juin, sortira Brand Content avec la méthodologie des piliers éditoriaux, qui est une méthode qui est issue de l'analyse des médias et qui a été développée avec Via Alternativa. Alors, pour parler d'infoproduits, c'est bien de se remettre dans le bain des lieux de vente. Et c'est vrai que le contenu produit, il est de tout temps, il a toujours été présent sous forme de PLV, sous forme d'informations on-pack. Par exemple, chez Costco, vous voyez qu'on a une mise en scène de l'information produit sur le lieu d'achat, même si on est sur un espace de discount, c'est un magasin de discount. On trouve tous les moyens possibles pour donner du contenu. Chez Best Buy, vous voyez que les présentateurs de casques, par exemple chez Bose, ressemblent beaucoup à un comparateur qu'on pourrait avoir online. Et effectivement, l'information produit sur le lieu de vente reprend de plus en plus des éléments qu'on a online, des possibilités de comparaison. Ça, c'est une vitrine Figaret qui ressemble diablement à une fiche produit, mais cette fois-ci mis en scène dans l'espace physique. Et puis, on voit, et c'est parfois un peu malheureux, une surabondance de l'information produit dans les pharmacies, y compris dans les pharmacies à proximité de lieux de touristiques. Et puis, parce qu'on vient de faire une étude sur la question de l'achat sur le lieu de vente, de la vente à emporter, on voit que l'information produit dans les restaurants, qui deviennent maintenant des traiteurs avec menu à emporter, est essentiel, et ça passe par des photos. Et là, on voit que c'est inspiré par des photos Instagram ou par des conseils associés à l'achat du menu. Alors, maintenant, replaçons-nous sur le digital et voyons ce que c'est que la fiche produit et en quoi elle joue un rôle clé dans l'information à distance. Quand on pense à une fiche produit, souvent, on pense plutôt à un produit sur fond blanc, donc à quelque chose d'assez sommaire, avec un prix, un nom, une photo. En fait, on va voir que l'information produit et la fiche produit est beaucoup plus sophistiquée
que ce qu'on imagine. Alors, si on va par exemple chez Mano Mano, on voit que les photos sont extrêmement précises et détaillées pour vous informer sur le produit, que le produit est contextualisé et qu'on a, avec la société Tister dans ce cas-là, des vidéos de unboxing de clients qui ont essayé et découvert le produit Mano. Alors, pour se rendre compte de la richesse potentielle de la fiche produit, c'est intéressant d'aller voir Amazon Echo et comment Amazon Echo est traité dans la version PC, parce que là, c'est la version PC, sur Amazon. Et on voit toute une série d'informations sous forme de tranches napolitaines avec des éléments qui peuvent être à la fois techniques, esthétiques, mais qui sont très, très riches. Alors, voilà un autre exemple, cette fois-ci sur Taobao, pour une simple culotte de laine vendue 19,5 yuan. Il y a pas moins de 54 photos pour mettre en situation le produit et le présenter sous toutes les coutures. Ces exemples asiatiques montrent la richesse d'informations vers lequel on peut tendre. Autre exemple assez frappant, c'est Apple Watch. Et ce que vous pouvez constater avec cette vidéo, c'est que les contenus produits d'Apple Watch sont pensés prioritairement pour le smartphone, avec un côté un peu compact, un nombre d'informations limité, concentré, et qu'on a une mise en situation du produit, on a l'impression de presque l'essayer avec le poignet, de l'avoir au bout du poignet. Alors, je vais vous donner quelques résultats clés de cette étude que nous avons réalisée sur le product content. Et je dirais que la première information à retenir, c'est que le product content a vocation à accompagner l'acheteur dans sa délibération. C'est-à-dire que l'acte d'achat, c'est le résultat d'un processus qui consiste à peser les options, à scruter l'objet, à le comparer, à regarder les avis, à déterminer sa préférence et à prendre sa décision. Et donc, dans ce processus, il y a deux facettes. D'abord, il est essentiel d'avoir une information suffisamment détaillée et objective pour prendre sa décision, mais aussi, il faut avoir un contenu qui permette de se mettre en situation d'expérimenter les différentes dimensions visuelles, tactiles, etc. Et en fait, le contenu, le product content accompagne tout le parcours d'achat. C'est-à-dire du moment où on doit donner envie d'acheter le produit par une présentation illustrée, jusqu'au moment où on doit aider le consommateur à se projeter dans l'usage. Et souvent, le consommateur, avant même d'avoir acheté le produit, il a besoin d'avoir le mode d'emploi ou d'avoir une idée de ce qu'il va pouvoir faire avec le produit acheté. Alors, voici un autre exemple asiatique, toujours sur Taobao, de la marque Support, qui fait partie du groupe SEB. Vous voyez, pour un produit qui permet de frire des aliments, le degré de technicité de l'information, avec des comparatifs, avec des produits de la concurrence, avec énormément de focus technique, et puis même des informations pour prouver l'authenticité de la marque. Alors, dans cette fiche produit, on a en particulier une vidéo introductive qui fait 1 minute, et en 1 minute, vous avez véritablement la bande-annonce du produit avec un concentré d'informations, beaucoup d'accélérés, pour se rendre compte à la fois du potentiel technique et des réalisations qu'on peut obtenir avec ce produit. Et puis, on a également des avis consommateurs, mais ces avis sont illustrés par des photos du produit en situation, avec des recettes de cuisine ou avec des manipulations du produit technique. Si on doit essayer de résumer ce que c'est que le product content, on peut dire que traditionnellement, on avait 4 sources d'information. On avait les médias classiques avec la publicité, mais aussi avec les articles, les avis d'experts. On avait des supports de présentation, plaquettes, catalogues, modes d'emploi. On avait le bouche à oreille. Et puis, on avait le lieu de vente qui permettait à la fois d'expérimenter le produit, de voir les concurrents et de bénéficier des conseils du vendeur. Et en fait, le product content, eh bien, c'est l'addition de plusieurs de ces dimensions dans un seul support, le plus souvent digital. Donc, c'est la page produit, c'est l'univers produit. Les conseils sont également associés, les avis d'utilisateurs, bien sûr. Ce qui manque, c'est l'essai du produit qui peut être remplacé par l'achat avec le retour. Alors,
ce qui est frappant quand on analyse l'univers de la communication produit, du product content, c'est surtout qu'il y a deux logiques spécifiques qui cohabitent. En fait, quand vous voulez acheter un masque de snorkeling, sur le site decathlon.fr, vous avez une présentation en toute objectivité sur fond blanc. Alors que si vous allez sur l'espace soubea.fr de la marque Soubea, vous avez une présentation beaucoup plus colorée et culturelle. En fait, ce qui se passe, c'est que au moment de l'achat, le consommateur souhaite avoir des contenus factuels qui l'aident à choisir. Donc, on est dans une logique rationnelle. Tout élément de couleur émotionnelle amènerait une forme de soupçon à l'égard de l'achat. Alors que quand on est sur la marque Soubea, on est là pour se plonger dans l'univers de la marque, on est sur des contenus qui sont gratifiants esthétiquement et intéressants culturellement. Prenons un autre exemple avec le sèche-cheveux Dyson Supersonic. Vous avez à gauche la fiche produit qui récapitule les fonctions et à droite, vous avez la mise en valeur technologique. Et je vous montre tout de suite en comparaison sous forme de capture vidéo. À gauche, vous avez donc une fiche sur fond blanc qui décompose les fonctions et à droite, vous avez un contenu très coloré, très explicatif qui met en valeur l'univers technologique. Donc, si on récapitule ce qui fait un bon product content, on voit que les consommateurs attendent une présentation qui soit efficace, complète, un FAQ en image avec une direction artistique qui soit moderne et claire, des avis riches et illustrés, des fils, des comparateurs, des détails, des zooms et des compléments. Alors, optimiser le product content, c'est le message que je souhaite faire passer. Il y a beaucoup de choses à optimiser. Tout d'abord, les textes et les acteurs qui sont présents sur la marketplace d'Amazon peaufinent en permanence leurs textes sous forme d'argumentaire. Souvent, il y a entre 4 et 6 bullet points et c'est exprimé sous forme de bénéfices. Mais il y a beaucoup de choses à faire sur les photos et les photos ont un rôle clé pour mettre en valeur les aspects critiques, les détails critiques du produit. Si j'achète un vélo, je suis particulièrement intéressé à regarder de près à quoi ressemble le dérailleur, à quoi ressemble l'amortisseur, le frein ou les différents points. Et si j'achète un parapluie, j'aime savoir non seulement le look du parapluie, mais également des aspects techniques comme le bouton, la taille du parapluie, le nombre de personnes qui peuvent tenir dessous et également le poids du parapluie. Donc, plein d'informations qui aident à se décider à distance, puisque c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Alors, parmi les marques qui sont parmi les meilleures dans le domaine du product content, il y a bien évidemment Dyson. Vous voyez la qualité des représentations visuelles extrêmement efficaces par les mots et par les images. Ils ont des vidéos comparatives qui sont tout à fait claires et extrêmement explicites. Ils ont une manière d'incarner le produit, de montrer ses différentes possibilités d'utilisation qui est assez remarquable. Et puis, quand ils évoquent la dimension technique de leurs produits, ils utilisent des codes quasiment de l'industrie spatiale. Autre exemple remarquable du groupe SEB, EMSA. EMSA, un produit d'origine allemande, est très intéressant sur l'aspect de direction artistique de ses contenus. Je vais tout de suite vous montrer une vidéo qui fait partie des vidéos d'EMSA qui qui présente donc un appareil pour faire des boîtes à glaçons. Et donc, ce qui a été particulièrement apprécié par les consommateurs dans cette vidéo, c'est le côté concentré, 45 secondes, le côté accéléré, la qualité visuelle, le fait qu'on est vraiment focus sur le produit. Après aussi, les images un peu poétiques et qui expriment bien la naturalité typique de la marque EMSA et la surimpression d'informations qui permet de savoir clairement de quoi on parle. Donc, si je récapitule, les critères de réussite d'une page produit, c'est à la fois des informations claires et complètes, un service utile et efficace et une présentation visuelle et esthétique. Alors,
ce qui est intéressant, c'est de se poser la question de la publicité sur le digital. Et je commencerai en rappelant cette campagne qui a été lancée sur L.fr la semaine dernière, qui est une communication produit par excellence. Mais plus généralement, le constat, quand on se balade sur Facebook ou Instagram ou autre, et qu'on regarde de près les produits, c'est qu'elles sont, les publicités, c'est qu'elles sont très orientées produits. Et souvent, elles ne fonctionnent pas comme un spot avec un début, un milieu et une fin, mais plutôt comme une boucle d'images. Avec, là, dans ce cas présent, HelloFresh, on voit à la fois le produit et ce qu'on peut faire avec le produit. Donc, l'objet et les recettes. Autre exemple, cette fois-ci capté sur Facebook, on voit que ce message pour le rasoir de Philips est particulièrement réaliste et pédagogique. Dans la publicité qu'on a l'habitude de voir à la télévision, on est sur une version un peu sublimée du produit. Là, on a l'impression presque qu'on tient le rasoir entre les mains, qu'on l'utilise, et elle est extrêmement concrète. On voit ce qu'on va pouvoir en faire. Alors, il y a une forme de communication qui existe sur le digital, notamment avec des sociétés comme Outbrain. Cette forme de communication consiste à faire des appels à cliquer vers des contenus. Et là, c'est particulièrement vrai dans le domaine des automobiles. Quand on clique sur une page et qu'on atterrit sur une page d'atterrissage, cette page d'atterrissage ressemble fortement à une fiche produit. C'est une fiche produit très complète avec, en l'occurrence, pour ce modèle de Kia, on a une vue 360 du produit avec un configurateur. On a une série de photos et de vidéos qui permettent de se renseigner en détail sur l'offre. Donc, pour conclure, je dirais que le product content est un enjeu majeur, plutôt sous-estimé dans le e-commerce, mais pas seulement, également dans le retail, puisque de plus en plus, il va falloir qu'on puisse s'informer à distance. Et pourquoi c'est un enjeu majeur? D'abord parce qu'il relie plein de composantes de la communication, parce qu'il a un rôle clé sur les ventes. Ensuite, parce qu'il représente des investissements vraiment importants à la fois en technologie, ce qu'on appelle le PIM et le DAM, mais aussi en production, avec souvent des milliers de photos à réaliser. Il nécessite de penser la stratégie à l'avance, à la cohérence, à coordonner une gouvernance parce que ça met en jeu beaucoup de métiers. Et il est décisif sur l'image de marque. Donc, pour aller plus loin, on a créé un blog qui s'appelle productcontent.fr. On prévoit de lancer prochainement un trophée pour mettre en lumière les meilleures pratiques de la profession dans le domaine du contenu. Mais je suis bien sûr à votre disposition pour répondre à quelques questions sur ce sujet qui m'est cher. Merci beaucoup, Daniel, pour ta présentation. C'était en tout cas très illustré et je pense que ça a aidé tout le monde à y voir plus clair sur ce sujet. Du coup, effectivement, on a quelques questions. Alors, je vous invite tous à poser vos questions dans la zone dédiée. On a encore quelques minutes, 10 minutes pour y répondre. Donc, la première question que j'ai pour toi, Daniel, est-ce que tu as des exemples de pages produits pour le secteur du voyage, du tourisme? Alors, bien sûr que le secteur du voyage, c'est un domaine clé. C'est sûr que quand vous allez sur des sites de voyage, vous avez parfois plusieurs centaines de photos et vidéos des hôtels. Et ce qui m'a frappé, moi, sur ce secteur, c'est que, en fait, on ne juge pas un hôtel juste à la façade de l'hôtel et à la photo de la chambre. On a besoin de voir l'ambiance, on a besoin de voir plein d'éléments. Et donc, ce qui est frappant, et d'une manière générale, j'inciterai les acteurs qui font des pages produits à ne pas lésiner sur le nombre de photos. C'est-à-dire que pour bien se rendre compte d'un lieu, il faut pouvoir en avoir. Alors, ce que je vais faire, c'est que en même temps qu'on se parle, je vais aller sur le blog parce que ça permet de montrer des choses. Mais je confirme que... Voilà. Tac. L'application. Voilà. Alors,
Donc ça, c'est la fameuse communication que je vous invite à regarder. Est-ce que tu as d'autres secteurs ou d'autres problématiques que tu voulais me soumettre, Alexis? Écoute, effectivement, donc on avait donc une question sur le voyage. Il y a aussi donc quelqu'un qui nous demande si tu as des exemples d'optimisation de fiches produits avec un impact chiffré. Typiquement, est-ce que tu as des résultats sur l'augmentation du nombre de pages vues, par exemple, du nombre de ventes ou d'interactions sur une page? Alors, oui. Alors, pour répondre à cette question, quand j'ai mené l'étude, notamment, j'ai travaillé avec la société Decathlon. Ce que disait l'équipe de Decathlon, c'est qu'entre la version initiale et la version optimisée de la fiche produit, il y avait 40% de ventes en plus. C'est-à-dire que ce n'est pas des suppléments de vente marginaux. Hein, c'est radical. Le ROI d'un product content bien fait, c'est radical en termes d'effet. Après, c'est une étude avant tout qualitative qui vise à comprendre les clés de succès d'une bonne fiche produit. Ouais. Donc, je n'ai pas forcément énormément d'éléments chiffrés. Mais de toute façon, Daniel, je pense que tu peux aussi en dire quelques mots sur le contenu que tu offres du coup post-event. Je sais que tu as justement l'étude dont tu parles que tu partages du coup en PDF après l'événement. Donc, vous retrouverez dans l'après-midi toutes ces informations-là directement dans ton étude, je crois. Oui, tout à fait. Et ce que nous, on recommande de faire, parce que ce n'est pas quelque chose de très compliqué d'optimiser ces fiches produits. Ce qui est compliqué, c'est qu'il y en a beaucoup. Si je prends l'exemple de Decathlon, c'est 14 000 fiches produits. Et sur certaines fiches produits, comme le kayak gonflable, c'est 6 vidéos. Donc, ça fait une masse de contenu à gérer absolument énorme. Donc, ça, c'est compliqué. En revanche, savoir comment améliorer, sur quoi travailler. Nous, on a une recommandation qui est de faire une veille assez riche sur votre secteur et les secteurs connexes, d'analyser en détail avec du Kali Online vos fiches et celles de vos principaux concurrents, et puis de décrypter en détail l'univers. Mais ce qui est important aussi, c'est d'avoir en tête les best practices dans le secteur. C'est vrai que par exemple, dans l'alimentaire, dans la restauration à emporter, Frischti a particulièrement bien réussi son contenu produit parce qu'ils ont misé sur la photographie. Cette art, vous avez dû remarquer si vous allez sur Frischti qu'il y a une cohérence très forte. Et en fait, ils ont le même photographe depuis toujours. C'est-à-dire que depuis la création de Frischti, c'est le même photographe. Et ça crée du coup une grande cohérence esthétique sur tout l'univers des produits qui sortent des cuisines de Frischti. Ouais, c'est vrai que c'est un bel exemple, Frischti. Alors, Daniel, j'ai pas mal de questions effectivement plutôt sectorielles en fonction des produits, tu vois, donc notamment dans le domaine alimentaire. Je ne sais pas si tu as des exemples pour chacun de ces secteurs-là, mais j'ai en tout cas une question qui, je pense, peut intéresser un peu tout le monde, c'est comment articuler efficacement en fait entre product content et brand content. On sait que parfois ça peut être confondu. Donc, quelles sont tes recommandations là-dessus? Je vais prendre l'exemple de Feed, qui est excellent. D'abord, je dirais que ce qui va faire qu'on va bien attribuer le product content à la marque et c'est la qualité de la direction artistique. C'est-à-dire que c'est en soignant l'univers de contenu produit qu'on va pouvoir faire le lien. Alors, si je prends l'exemple de Feed, qui est pour moi une des bonnes pratiques aussi à connaître, ils ont un blog que je vous recommande d'aller voir, qui est vraiment bien fait, qui est un réservoir de contenu explicatif sur les produits. Et ce blog est exploité. Donc, ce blog, on peut dire que c'est du brand content, sauf que dedans, il y a énormément de témoignages de sportifs, il y a des recettes, il y a des tas d'explications sur le pourquoi du comment de chaque produit. Et c'est exploité en push vidéo. C'est-à-dire que sur Facebook, vous pouvez avoir une invitation à écouter le témoignage de Pascal Martineau-Lagarde qui raconte comment il s'adonne au feed à raison d'une fois par jour. Ok, très clair. On a donc Stéphane aussi qui demande comment se démarquer lorsqu'on propose le même produit que ses concurrents. Alors,
quand c'est exactement le même, c'est sûr que c'est plus compliqué mais en fait, c'est jamais exactement le même. Il y a toujours des nuances. En tout cas, on peut se démarquer par un mode d'emploi, par une explication du produit. En fait, le produit qui a des chances d'émerger plus que l'autre, c'est celui qui aura été celui qui explique le pourquoi du comment. C'est-à-dire que si vous avez été initié aux spécificités du produit par telle marque, vous allez favoriser la marque qui vous a initié aux spécificités techniques du produit. Super. Alors, attends, j'avais une autre question plutôt sur on va dire le domaine du service. Comment est-ce que tu peux optimiser justement une page produit pour un service? Tu vois, là, on a l'exemple du coup d'ateliers pour développer la créativité, l'inventivité, l'imagination des enfants. Qu'est-ce que toi, tu recommandes du coup pour optimiser voilà, les pages produits sur du service? Le service est un des sujets les plus difficiles à illustrer parce que, à la différence du textile où il n'y a pas d'objet à montrer, néanmoins, on s'aperçoit qu'il y a quand même des bonnes pratiques, notamment dans les acteurs du logiciel, qui sont particulièrement bons pour montrer le service. Mais c'est un sujet que pour l'instant, on a assez peu exploré. Et je suis donc demandeur d'exemples, si vous avez vous-même repéré des choses, parce que en fait, on s'aperçoit que beaucoup de produits intègrent du service. Si je prends le Thermomix, c'est pas juste un objet technique, c'est aussi un objet associé à des recettes, associé à des savoir-faire. Et donc, l'enjeu du contenu, c'est d'intégrer le service et le produit. Très clair. Alors, on a aussi du coup donc Isabelle qui nous demandait un peu comment tu pouvais optimiser ton contenu sur des secteurs réglementés, notamment le secteur de la santé. Comment est-ce que du coup tu peux à la fois mettre en avant tes produits, ne pas être aussi hors de la réglementation qui est parfois très claire sur justement la pharmacie, la santé et tous ces secteurs de voilà. Là, je vous ai montré en ouverture le fait que les pharmacies n'hésitaient pas à montrer les effets techniques des produits. En fait, c'est sûr qu'en OTC, il y a quand même pas mal de contenu des laboratoires pour expliquer les effets des produits. Mais il faut être évidemment très prudent dans ce type de secteur. Donc, il y a une rhétorique spéciale. En tout cas, je sais pas, je vais vous prendre des exemples dans le domaine des huiles essentielles. Vous avez des marques qui font un travail exceptionnel en termes de création de contenu sur les effets des huiles essentielles. Je voulais peut-être revenir sur la question là, que j'ai traité un peu rapidement sur product content, brand content. En fait, dans la typologie que vous devez connaître de YouTube qui distingue le hero, le hub et le help content, eh ben, le product content, c'est clairement le help. C'est-à-dire qu'il répond aux questions que se posent les consommateurs. C'est des tutos, c'est des fiches produits qui aident à décider. Le brand content tel qu'on l'évoque bien souvent, mais pour moi, le brand content, c'est la totalité des types de contenus. Mais souvent, quand on pense brand content, on pense plutôt à du hero et à du hub. Hero, c'est-à-dire des contenus un peu spectaculaires. Par exemple, un court-métrage, c'est typiquement un hero content, un contenu exceptionnel. Ou le hub, si on fait un blog d'information générale visant à éduquer les consommateurs, là, on est plutôt sur le hub. Vous voyez, donc le product content, c'est le help dans cette typologie en 3 parties.